Vu que c'est la rentrée, on s'est dit qu'il fallait quand même présenter le comité actuel, vu qu'on est quand même 25, c'est une première depuis une vingtaine d'années. Donc après la présentation du comité, on passera à la conférence du comité. Donc pour commencer, il y a moi le président. Il y a Nelson Briou, qui est notre branche libérale du cercle. Mon deuxième vice-président, qui est le socialiste de service, Galad Wilbert. Mon trésorier, Pierre Baudou. Le secrétaire Benjamin Dumont. Le comité de vigilance antifasciste, Adam Amir. La déléguée culture, Lisa Goldberg, de la faculté de médecine. La déléguée cahier, Nathalie Debucher, de Solvay. Le délégué cahier, Cyril Karamaoun. Le responsable de CIDEL, c'est la cellule interfacultaire de délégués Librex de tous les cercles. Le délégué folklore, Dérision Guindaille, Indiana Rousseau. Le délégué folklore, Thomas Van der Put. La déléguée Balef, Anne-Charlotte. L'administrateur, Maxime Campus. Antoine Couvreur, qui est administrateur aussi et qui est trésorier du Conseil de la jeunesse. Le comité de vigilance anti-bien-pensance, que j'ai aujourd'hui, Nicolas Solonakis. Le délégué Rita Spaghetti, qui est Oscar Briou, qui est en Erasmus et qui est en train de faire du prosélytisme libre exaministe en Italie. Administratrice de philo, Lucie Pousset. Administrateur droit, Julian Pullman. Administrateur sciences, Gilles de Kayser. Et administrateur en médecine, Matteo Luisetto, ici présent. Administrateur socio-anthropo, Enrico Balducci. Administrateur polytech, Olivia Mende. Et administratrice, Catherine Coles, qui est aussi présidente du service d'union libéraux. Et administrateur, n'ayant pas de photos de lui sur Facebook, voilà ce qu'on a. Voilà. Pour nous contacter, je vous laisse à cette page pour pouvoir voir nos coordonnées. Voilà. On va encore entendre ce qu'ils ont à dire avant de commencer à lire. Alors voilà. Donc à ma gauche, François De Smet, qui est docteur en philosophie de l'ULB, chroniqueur à l'RTBF et auteur de son dernier bouquin qui fait des ravages dans les entrées, on va dire littéraires. Vous avez été invité à France Culture, à Radio France, vous avez fait des articles à Philomag, au Nouvel Observateur, etc. Je pense que niveau depuis que je suis en Belgique, c'est la meilleure entrée littéraire d'un Belge dans les médias français. Bravo. Deuxièmement, il y a Daniel Van der Gucht, qui est docteur en sociologie de l'ULB, directeur de la revue de l'Institut de Sociologie, IS. Pardon? Ah, plus fort, ok. Vraiment plus fort? Ok, ça va aller. Tu vois l'utilité des micros? Ouais. Voilà, qui est directeur de la revue de l'Institut de Sociologie, directeur du GRESA, qui est le groupe de recherche Sociologie de l'art et de la culture. À ma droite ici, Marc Dehaene, qui est professeur de journalisme à l'IEX, directeur général de Télé Bruxelles et président du Conseil de déontologie journalistique. À mon extrême gauche, Claude Demelaine, journaliste, ex-collaborateur au Journal du Mardi, co-auteur de l'ouvrage Lettres aux progressistes qui flirtent avec l'islam braïaque, sorti chez les éditions du Cerisier en 2009. Voilà. Pour commencer, je vais demander à tous les intervenants de définir les termes du débat, autour desquels va s'articuler toute la question d'aujourd'hui. Donc, et pour notre premier intervenant, M. François De Smet, je lui demanderai d'abord qu'est-ce que ça veut dire pour lui la bien-pensance, le politiquement correct, la pensée unique, le conformisme de la pensée, et spécialement pour vous, vu votre bouquin, le pangodmi. Comme ça, tu me demandes de définir, je vais prendre les trois premiers rapidement. La bien-pensance, le politiquement correct et la pensée unique, bah, c'est simple pour moi, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que pour moi, c'est des postures. Je connais personne qui se positionne lui-même comme bien-pensant. Je connais personne qui dit bah, « moi, je suis bien-pensant ». Le bien-pensant, c'est toujours l'autre. Tu pourras me dire que le raciste, c'est toujours l'autre aussi, c'est vrai. Mais la question du racisme ou de la xénophobie, au moins, elle est légalement cadrée. Tu peux avoir un propos qui est objectivement reconnu comme raciste ou xénophobe. Alors que le bien-pensant,
c'est toujours l'autre, c'est des postures, et donc ça ne nous mène pas à grand-chose d'y rester bloqué. Le grand duo actuel, c'est ceux qui se traitent mutuellement de bobos bien pensants dans un sens et de racistes honteux dans l'autre. Et je crois que ça trahit surtout le fait que on est des êtres humains et on a une tendance à ne voir et à n'être sensible qu'aux discriminations qui nous touchent en premier lieu. Et donc on est d'abord sensible aux discriminations qui nous touchent par rapport à une religion si on en a une, par rapport à une orientation sexuelle si on en a une, etc. etc. et qu'on a un biais de perception de voir de quelle majorité on fait partie. Et comme nous avons plusieurs identités tous, on fait quand même tous partie d'une majorité d'une manière ou d'une autre, puisque on a tous plusieurs identités. Vous êtes à la fois, je ne sais pas, étudiants, citoyens, électeurs, parents. Il y a des animations. Parents, enfants, etc., etc. En fait, la liberté de penser n'a jamais été aussi libre et accessible qu'aujourd'hui. On a l'air de se plaindre, certains ont l'air de se plaindre en ayant l'impression qu'ils ne peuvent rien dire. Mais en fait, elle n'a jamais été aussi large, et c'est peut-être même, entre guillemets, le problème. La société telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire avec des réseaux sociaux où vous pouvez dire tout le temps, et où le superficiel et l'accessoire sont au même niveau que le nécessaire, où le discours d'un prix Nobel sur Facebook peut être suivi tout de suite après d'une déclaration de Laurent Louis, où donc tout se mélange. Paradoxalement, c'était quelque chose qui était fantasmé dans les années 50. On se disait que tiens, si un jour, de manière informatique ou autre, un monde dans lequel tout le monde pourrait donner son opinion sur tout, ce serait forcément merveilleux, un peu peut-être comme ceux qui ont cru très sincèrement que la libéralisation de tous les marchés pourrait forcément être vertueux pour l'économie. On ne se rend pas compte que ça ne marche pas aussi bien que ça, que ce n'est pas aussi simple. Et je crois, je vais juste dire un mot là-dessus, que c'est notamment parce qu'on confond le droit et l'opportunité. Beaucoup d'individus raisonnent en disant « je dois tenir tel discours parce que j'ai le droit de le faire ». Ben oui, mais c'est pas parce que j'ai le droit de dire quelque chose que c'est forcément une bonne idée. C'est pas parce que je trouve éventuellement la chemise de Claude affreuse que c'est une bonne idée que je le dise. Parce que même si c'est vrai, c'est faux, hein, même si c'est vrai, qu'est-ce que ça va apporter? Peut-être qu'on du coup on n'ira pas boire un verre après, peut-être que du coup il va être agressif avec moi dans le débat. Notre société fonctionne aussi avec des tas de petites hypocrisies qui sont des codes de politesse et autres. C'est pas parce que j'ai le droit de dire quelque chose que c'est à chaque fois l'idée du siècle de le dire. Est-ce que ce que je vais dire va apporter quelque chose au débat, va utiliser... Et on peut dire énormément de choses. Au fond, tout ce qu'on ne peut pas dire, la loi vous permet de dire n'importe quoi, même de choquer, même de heurter, pourquoi pas même de blesser. Vous devez juste vous abstenir d'inciter à la haine et à la discrimination envers certains groupes, ce qui n'est pas trop demandé. Le point Godwin, pour clarifier les choses là-dessus, j'ai donc fait un bouquin là-dessus. C'est un prétexte, point Godwin. Moi, je voulais écrire sur la liberté d'expression et le mal. Et j'ai remarqué, avec d'autres, qu'existait une norme de langage, un tabou. Alors, il y a plein de tabous dans la société, il y a plein, notre langage et le champ de ce qui est admissible, ou des sujets délicats, est évidemment énorme. Mais il se trouve qu'en 1990, un certain Mike Godwin, qui est simplement un avocat de l'État de New York, et qui était utilisateur des premiers réseaux sociaux, ça s'appelait Usenet, donc c'était les tout débuts d'Internet ou de l'Internet civil, a remarqué que dans ce mode très particulier qui est l'utilisation d'un langage écrit mais sous format parlé, où donc les gens échangent des arguments mais sans pouvoir mettre du liant tel qu'un regard, un geste, un silence, tout ce qui fait que la communication usuelle n'est pas juste un échange verbal d'arguments, mais est un peu plus compliqué que ça. C'est amusant, quand les gens s'échangent simplement des arguments, ils peuvent arriver très vite à être radicaux, et plus, a-t-il écrit un jour, un échange dur, plus la chance que quelqu'un invoque Hitler ou les nazis augmente de 1. Alors, il a bêtement écrit ça, comme on ferait un statut Facebook aujourd'hui. C'est une règle complètement empirique qui n'a pas plus de sens que ça, mais ça a fait, physiquement, ça a touché quelque chose parce que ça a paru être vrai, et que surtout, il énonce une vérité, ou un petit constat empirique qui ne vaut pas loi scientifique bien sûr, mais dont les réseaux sociaux ne sont qu'un miroir grossissant. C'est-à-dire qu'il est vrai que dans un débat politique, même dans un dîner de famille, on a peut-être tous connu ça, il y a un moment de la discussion où quelqu'un fera la référence aux années 30, à la solution finale, à Hitler, etc. Et c'est intéressant simplement parce que c'est notre bagage culturel. On vit toujours sous l'égide culturelle de la Seconde Guerre mondiale, du génocide des Juifs,
du fait que les nazis ont heureusement perdu, ont été condamnés, c'est important parce que c'est ça aussi qui forge la mémoire. C'est pas juste la solution finale et les nazis en elles-mêmes, c'est le fait qu'il y a eu Nuremberg et que du coup ça reste un petit peu la boussole idéologique du mal. Je terminerai par là pour ce premier round. Si simplement Hitler et les nazis font partie de notre... ça reste l'insulte politique la plus infamante et la plus déterminante, ça reste le seul adversaire par rapport auquel vous n'avez même pas envie, même l'extrême droite de Marine Le Pen maintenant fait tout ce qu'elle peut pour se déscotcher de cette image-là, simplement parce que ça reste la boussole du mal absolu, et dans une époque où toutes les idéologies et toutes les religions sont démonétisées, où il n'y a plus de standard du bien qui fasse consensus, plus personne ne peut s'amener avec un remède ou une définition du juste. Vous êtes formidable. Donc en fait, il n'y a que moi. Il n'y aura que moi qui aurait dû me casser la voix, mais c'est très très bien. Et donc je termine pour laisser la parole à mes petits camarades. Dans une époque où il n'y a plus de consensus du bien, et où d'ailleurs toute la philosophie politique depuis 50 ans autour d'Habermas, de Rawls, de Trajan, c'est axé autour de ça. Il n'y a plus de bien spontané, donc comment penser l'argumentation, comment penser la justice sociale, etc. Ben, tout ce qu'on a en réserve, c'est une boussole du mal qui est, elle, ancrée par l'expérience. On ne sait plus exactement ce que c'est le bien, mais on sait qu'a priori, massacrer quelqu'un en raison de son origine, comme l'ont fait les nazis, ça ne va pas. Et il y a autre chose, mais ça je le réserve pour plus tard dans la discussion, c'est que je crois que les nazis horrifient autant qu'ils fascinent, parce qu'il y a en plus chez eux quelque chose de l'ordre de la représentation, de la force, de l'homogénéité, un peu du rituel, les marches au flambeau, les uniformes, etc., qui en font toujours des beaux méchants de cinéma et des beaux méchants tout court, pour l'instant indétrônables. Voilà. Merci, M. Smith, pour votre intervention. Marc le dira à la fin. Voilà. Monsieur Van der Voort, à vous la parole pour la définition des termes, comme ce fut demandé à M. de Smet. Bien, bonsoir. Alors, je suis bien à l'aise d'intervenir en second. Ça me permet toujours de dire qu'on est entièrement d'accord avec son collègue et donc d'évacuer une série de questions auxquelles on n'a pas forcément envie de répondre. Ceci dit, je vais quand même reprendre peut-être pas l'ensemble des termes, mais sur les notions de bien-pensance, politiquement correct et d'impertinent, je vais quand même dire 2-3 mots. Ensuite, j'essaierai justement de vous définir peut-être plus précisément ce que j'entends par politiquement correct comme projet politique. Parce que c'est ça évidemment qui pour moi est intéressant dans ce terme. Souvent on associe le politiquement correct précisément au conformisme, à la bien-pensance, et il me semble, par rapport à ce que j'ai vu et aux réflexions que vous menez sur cette question-là, que précisément le politiquement correct est un outil, une arme, un instrument extrêmement efficace pour permettre à des catégories sociales dont la société se trouve en position, je dirais, soit défavorisée, soit dominée, de reprendre leur destin en main et de participer à la définition de leur propre identité. Donc ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin, ce n'est pas du tout quelque chose de consensuel que le politiquement correct, donc je l'entends de façon tout à fait différente. Alors, par rapport à la bienséance, effectivement, là aussi, je suis heureux d'entendre qu'il y avait une brigade anti-bienséance. J'espère qu'ils ont déjà rencontré la bienséance, ça va faire mal quand on les rencontre. Moi, je ne les ai jamais rencontrés, et effectivement, ce genre de concept est un peu, évanescent. Hein. C'est vrai que c'est un signifiant flottant, comme ça, qui en plus a ce défaut température aux scientifiques, de renvoyer une idée ou une image unitaire de la société. Comme si effectivement la société était une, qu'elle existait et que effectivement les gens, à un moment donné de l'histoire de cette société, pensent, sentent, croient à peu près les mêmes choses dans les mêmes termes. Ce qui est évidemment quelque chose qu'on n'a jamais pu montrer ni toucher du doigt. Je reste matérialiste en tant que sociologue, donc ça m'embête un petit peu. Par contre, il y a des groupes sociaux qui ont des valeurs, qui ont des intérêts, qu'ils défendent et qui sont en but à d'autres intérêts défendus par d'autres groupes. Donc la société, elle est dynamique, elle est constituée effectivement de groupes antagonistes, de catégories sociales qui sont elles aussi hiérarchisées, qui sont aussi prises dans des rapports de force, des rapports de pouvoir, des rapports de domination. Et donc, à partir de là, effectivement, moi, cette idée de bien-pensance, c'est effectivement un épouvantail
Un épouvantail qui fait d'ailleurs couple avec l'impertinence, parce que l'impertinence, je dirais que c'est presque l'impertinence qui fait exister la bienséance, pardon. Donc voilà, donc c'est un reflet mutuel, c'est presque l'impertinence qui, jouant de manière, comment dire, assez fine avec les codes, avec les conventions de la société, telles que on peut essayer de les saisir. De temps en temps, effectivement, l'impertinent arrive effectivement à toucher quelque chose qui ressemble à de la bien-pensance, lorsqu'effectivement il y a une réaction qui se manifeste. Donc en ce sens-là, c'est assez intéressant, c'est important d'avoir des personnalités impertinentes ou d'avoir des activités impertinentes. C'est effectivement une façon de toucher les limites et peut-être justement d'approcher ce qui fait consensus, ce qui constitue la doxa, ce qui constitue donc l'ensemble des croyances admises, ce qui est donc admissible, recevable à un moment donné dans la société. Mais à part ça, disons que moi ce qui m'intéresse plus, c'est effectivement cette notion de politiquement correct qui est très, comment dire, qui est l'objet de controverses, surtout en Europe, et dont je voudrais peut-être dans ce... Enfin, je ne sais pas si j'ai déjà beaucoup parlé. C'est encore 1 minute 30. Ah oui, d'accord, 1 minute 30. Là, je ne vais pas pouvoir dire grand-chose. Bon, Deuxième tour. Oui, j'attends le deuxième tour alors pour donner mon sentiment sur les implications et les usages du politiquement correct. Je voulais juste dire alors, en 2 mots, hein, en 1 minute 30 si j'arrive. Donc il s'agit évidemment, il faut comprendre que c'est un concept qui est importé. C'est un concept qui est importé d'un contexte nord-américain, extrêmement précis, que j'ai eu l'occasion moi-même de côtoyer sur place dans les années 90. Comment dire, en fréquentant des amis qui étaient à Montréal et à New York, et je me suis effectivement, j'ai été converti au politiquement correct. Voilà, disons-le franchement, je suis un converti. Mais ça a pris du temps, c'était difficile et douloureux, parce qu'effectivement, en tant qu'Européen, c'est une posture, oui, une manière de sentir et d'envisager même le politique qui ne nous est pas familière. Je veux dire par là que ce que j'ai rencontré là-bas, c'est une sensibilité politique qui était caractérisée par ce qu'on appelle l'affirmative action, c'est-à-dire donc une sorte de mélange de discrimination politique, positive, telle que peut l'incarner par exemple la politique des quotas, et de positive thinking, qui est aussi quelque chose qu'on ne connaît pas bien en Europe, on n'est pas très positif de ce point de vue-là, on est plutôt, je dirais, désabusé. Voilà, c'est peut-être le hiatus aussi entre le vieux monde, comme on dit, et le nouveau monde. Mais c'était très perceptible à ce moment-là, c'était très prononcé, de même d'ailleurs qu'un sens civique qui est également très prononcé chez mes amis américains, enfin nord-américains. Je vais terminer. Donc ce que je voulais dire, c'est que pourtant, voilà, mes amis et moi faisons partie de la même extraction sociale à peu près, on est tous des intellectuels, donc les universitaires, académiques, etc. Mais vraiment, les tensions se sont très rapidement manifestées sur des petites choses qui pour moi étaient tout à fait anodines et qui pour eux étaient extrêmement choquantes. Comme par exemple voilà, le fait que stupidement, je reconnais aujourd'hui, il n'y a tout pas, sur l'autocritique, voilà, je me moquais du physique des gens. Bon, c'est quelque chose qu'on pratique souvent ici en Europe, sans aucune, mauvaise conscience. Voilà, on étiquette les gens, les classes en fonction de leur apparence, de leur façon de s'habiller, etc., de leur manière. On tourne en dérision la police. Aussi les offices religieux, des choses comme ça. Et tout ça sont des choses qui étaient extrêmement choquantes et je ne comprenais pas pourquoi je les choquais. Donc voilà, jusqu'au moment où j'ai effectivement compris la portée et le sens de ce politiquement correct, qui n'est pas du tout un conformisme, mais qui est au contraire une façon de prendre conscience de l'effet, de la fonction perlocutoire du langage. En fait, le politiquement correct, et je vais le définir comme ça, et je n'en dirai pas plus maintenant, je vais poursuivre tout à l'heure si j'ai un petit peu de temps. Le politiquement correct, c'est ça, c'est la prise de conscience que le langage a une dimension perlocutoire, c'est-à-dire qu'elle a un effet psychologique non seulement sur les gens à qui on parle, mais sur la société dans son ensemble. C'est à travers le langage que la société se structure, que des clivages sociaux se perpétuent et sont justifiés et légitimés. Donc c'est une stratégie politique qui passe par la maîtrise du langage et le choix du terme approprié, s'il n'est donc pas du tout quelque chose d'anodin ni de
bien-pensants. Voilà, je ne veux pas en dire plus. Merci beaucoup. Donc, toujours dans la définition des termes du débat, M. Demelin a vous la parole. Oui, bonsoir. Alors, l'intérêt de parler en numéro 3, c'est de ne pas devoir répéter des choses très intelligentes qui ont été dites par François et par Daniel. Je voudrais dire aussi que j'ai connu des débats beaucoup plus animés, beaucoup plus clivants au sein du livre d'examen. Aujourd'hui, ça a l'air fort calme. C'est vrai qu'on avait... Ce n'est que le début. Alors, peut-être 3 petites remarques préliminaires. La première, c'est que le débat que vous lancez ce soir me paraît particulièrement opportun. Je suis d'accord que la bien-pensance est plus celle de l'autre, mais il existe quand même un politiquement incorrect dans un certain nombre de domaines. Et je voudrais dire que la Belgique, et particulièrement la Belgique francophone, est un pays qui crève un peu sous un consensus mou. J'appelle ça le consensus limo, mais on le voit encore avec ce qui se passe de l'intervention des Belges en Irak. Bon, il n'y a pas de débat, il y a très très peu de débats. En France, on a la chance d'avoir un débat beaucoup plus animé, avec des gens de gauche qui contestent cette intervention militaire, mais aussi des gens comme Dominique de Villepin, des intellectuels. Ici, c'est le grand silence. Donc, plus que jamais, la nécessité d'être politiquement incorrect, je pense que c'est quelque chose d'important. Un petit clin d'œil aussi à l'impertinence du cercle du livre examen, que j'apprécie particulièrement. C'est vrai que vous m'avez présenté comme auteur ou co-auteur plutôt d'un livre un peu scandaleux, comme ça, un peu politiquement incorrect, mais bon, c'est une production un peu marginale dans tous mes écrits. Mais je peux quand même en parler 30 secondes, et c'est vrai qu'il y a de ça 3 ans, j'ai coécrit un livre avec, bon, je m'excuse, il y aura probablement des réactions en sens divers, avec le sénateur libéral Alain de Stex. Bon, c'était un peu une alliance entre un provocateur de gauche, ce que j'essaye d'être avec plus ou moins de réussite, et un provocateur de droite. Mais c'est clair que ce bouquin a été un petit peu une sorte d'ovni, puisque on prenait d'une part, on prenait la parole en s'associant à quelqu'un de gauche, quelqu'un de droite, c'est une pratique un peu inhabituelle, et d'autre part, on parlait d'un sujet tabou, d'un des sujets politiquement incorrects, à savoir non pas les dérapages de l'islam en tant que tel, mais absolument pas, mais on parlait en tout cas du danger d'une petite minorité de partisans d'un islam rigoriste, et notamment dans certains quartiers ici à Bruxelles. Bon, le livre a fait un certain scandale. Malheureusement, quelques années après, on se rend compte qu'on n'avait peut-être pas tout à fait tort, puisque la Belgique est avec la France, mais beaucoup plus que la France encore, le pays qui envoie proportionnellement le plus de djihadistes. Et un troisième petit point, donc je disais que cette production sur l'islam réel est tout à fait marginale. Dans mes écrits, moi j'ai plutôt, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai plutôt essayé d'être impertinent avec mon camp. Bien, je n'aime pas cette notion de camp, même si je ne mets pas mon drapeau en poche, je suis quelqu'un de gauche, mais je ne pense pas qu'il y ait un camp du bien et un camp du mal. Je ne pense pas du tout cela. Voilà, mais donc j'ai essayé d'être impertinent avec ma famille politique, disons, et c'est vrai que cette notion d'impertinence, c'est important. Et en Belgique, c'est vrai que je regrette qu'on n'ait pas ce débat animé, ce débat parfois sanglant, il faut dire intellectuellement, qu'on connaît en France sur une série de questions. Alors, très rapidement, la notion de quelques petites définitions, la notion de bien-pensance, il n'existe pas une, mais des bien-pensances selon le cercle dans lequel on évolue. Je définis la bien-pensance comme un chapelet d'idées bétonnées qui sont présentées comme incontestables et indiscutables. La bien-pensance, c'est un discours fermé, dogmatique, qui joue d'un monopole dans un certain milieu pour un ensemble d'êtres humains qui partagent une série de convictions. Alors, il n'existe pas une mais des bien-pensances, il existe une bien-pensance de gauche. Moi, je l'ai souvent égratigné dans mes écrits, je l'ai d'autant plus critiqué, cette bien-pensance de gauche, que je n'ai jamais mis mon drapeau en poche. Alors, quelques petits exemples de bien-pensance de gauche. Par exemple, l'immigration, c'est toujours un plus pour une société. Bon, ben, ça discute, hein. Je veux dire, il y a aussi une critique de gauche de l'immigration, une critique de gauche des frontières ouvertes. C'est pas étonnant d'ailleurs que les grands patrons sont toujours pour l'immigration, sont toujours pour les frontières ouvertes, hein, parce que c'est une concurrence à la baisse pour les salaires. Donc ça, c'est un exemple de bien-pensance de gauche. Autre exemple, Israël, c'est le méchant, les Palestiniens sont les gentils. Ça, c'est quelque chose qui fait mouche chaque fois. Bon, ça se conteste aussi. Les Occidentaux ont pillé l'Afrique. Bon, c'est maintenant leurs descendants doivent se repentir, c'est ce que Pascal Bruckner appelle la tyrannie de la pénitence. Donc ça, c'est quelques exemples de bien-pensance de gauche qu'on va peut-être parler tout à l'heure.
Parallèlement, la bien-pensance de droite, ben, les impôts c'est la rage taxatoire, les syndicats sont trop puissants, ils ont trop de pouvoir en Belgique, les chômeurs doivent être activés, la sécurité est trop généreuse, etc., etc. Je pourrais être beaucoup plus long, parler par exemple d'une bien-pensance féministe, qui existe aussi. Par exemple, dans le domaine de la prostitution, si on écoute certaines féministes, ben, la prostitution c'est l'horreur, il faut sauver ces pauvres filles, donc on ne fait jamais la distinction entre la prostitution libre et consentie et les réseaux de prostitution. Moi je m'arrête là dans l'évolution, dans l'énumération des bien-pensants, bien-pensance écolo, bien-pensance européiste aussi, c'est une bien-pensance très très forte, très très forte hors de l'Europe, point de salut, ça c'est évidemment... Voilà, alors la pensée unique, ben, la pensée unique c'est une pensée qui prétend au monopole, elle ne tolère pas la contradiction, et selon les partisans de la pensée unique, tout contradicteur se trompe, il a tout faux. La pensée unique, c'est une pensée qui excommunie les hérétiques. Alors, encore une fois, la pensée unique, c'est toujours la pensée de l'autre. Hein. Si on entend les gens de gauche, nous vivons sous le règne d'une affreuse pensée unique libérale, je suis assez d'accord. Bon, voilà. Mais par contre, si on entend certains intervenants de droite, la Wallonie particulièrement, vit sous un affreux régime de pensée unique socialiste, voire collectiviste. Voilà. Mais on pourrait énumérer d'autres pensées uniques. Il y a une pensée unique nationaliste, flamingante, qui consiste à dire que ce que nous faisons nous-mêmes, nous le faisons mieux, il faut de plus en plus d'autonomie des régions, etc., etc. Parallèlement, il y a une pensée belgicaine, bien entendu, la Belgique toujours grande et belle, autocentralisée, ou des choses comme ça. Alors, je termine peut-être par le politiquement correct. Le politiquement correct, c'est un discours conformiste, parfois lénifiant, qui n'a pas le courage de nommer les choses, ça c'est incontestable, pour ne pas faire de vagues, et qui pratique une sorte d'autocensure. D'un autre côté, le politiquement unique est parfois utilisé de façon tout à fait hypocrite. D'une part, sous couvert du culte de la transgression, le politiquement correct permet à certains pourfendeurs de la pensée unique de faire passer leurs idées nauséabondes. Je prends un cas qui avait électrisé l'auditoire ici il y a quelques années, c'était le cas de Dieudonné qui pourfend la pensée unique, mais bon, c'est vraiment le summum de la posture, puisque le fait qu'il pourfend la pensée unique lui permet de faire passer un certain nombre d'idées qui sont absolument nauséabondes. On parlera tout à l'heure de la liberté d'expression, moi je suis pour la liberté la plus grande, mais bon, pas quand il y a incitation à la haine. Bon, la justice a considéré à plusieurs reprises que dans le chef de Dieudonné, il y avait bien incitation à la haine. D'autre part, et j'en termine, l'antipolitiquement correct permet à certains de présenter leurs idées comme étant brimées, comme étant persécutées, comme étant vraiment boutées hors du débat, alors que ce n'est pas le cas du tout. Je vais prendre le cas de quelqu'un qui est également sulfureux, c'est le chroniqueur journaliste Éric Zemmour, qui pourfend politiquement correct et qui a l'air d'adopter comme ça une posture victimaire. Oui, bon, voilà, on ne me laisse pas développer des idées parce que je suis politiquement incorrect. Et bon, mais en fait, il est partout. Bon, je veux dire, il multiplie les tribunes. Donc je pense que, voilà, il faut se méfier de cette notion de politiquement correct. Bon, je pense que... C'était assez... C'est assez tout. Voilà, je pense que vous avez fait la toilette de tout le monde. Voilà. Monsieur Douane, je vous en prie. Voilà, bonsoir. Je voudrais d'abord vous faire une confidence. Moi, le politiquement correct, j'en ai marre. Mais alors, marre. Alors ça vous étonne, j'imagine. Ça vous étonne parce qu'il est probable que parmi les intervenants, je suis celui qui a le plus l'étiquette establishment. Je dirige une chaîne de télévision, je préside un conseil de déontologie, je porte une cravate, j'ai une chevalière, ça fait quand même ça donne de moi une certaine image très establishment. Donc je comprends que vous soyez surpris que j'en ai vraiment marre du politiquement correct. C'est étouffant, vous ne pouvez pas imaginer pour quelqu'un comme moi à quel point c'est étouffant. Je voudrais tellement pouvoir un peu me lâcher. Je pense par exemple à ce CEO d'une entreprise de télécommunications qui a carbonisé ses actionnaires en leur disant « fuck you ». Moi, je voudrais faire ça. Je voudrais faire ça, ça doit être bon, mais... Bon, évidemment, le problème, c'est que je n'ai pas vraiment précisément un parachute doré. Mais je pourrais aussi me lâcher envers mes employés et surtout la délégation syndicale comme le patron de la SNCB. Ça doit tellement être bon. Ça doit tellement être bon de se lâcher un peu. Parce que je
j'en ai marre. Mais je le ferai pas, non, parce que lui, il est quand même assez proche de la retraite. Je pense d'ailleurs qu'il pourrait être à la retraite, et moi, j'ai encore un petit chemin devant moi. Donc je pense que malgré tout, je vais rester politiquement correct. Mais je voudrais quand même vous dire une chose, ce n'est pas uniquement par rapport au risque personnel que je pourrais prendre en vous exprimant ce que je pense, ou pire, ce que je sais. C'est pas tant à cause du risque personnel qui n'est pas à négliger, je suis quand même père de famille, mais tout n'est pas là. Il y a quelque chose de beaucoup plus important pour moi que ça. Il y a la responsabilité. La responsabilité que j'exerce dans l'entreprise que je dirige ou cette instance que je préside. Je suis persuadé que si je me lâche vraiment, je leur ferai du tort à eux tous. Et le frein que je vais me donner n'a pas d'autre raison que ça, cette notion de ne pas blesser, de ne pas faire du tort, de ne pas nuire à un intérêt qui est justement plus important que mon intérêt propre. Un intérêt qui est plus important que le plaisir que j'aurai à me soulager devant vous. Je parle en parole. Alors voilà, bon, qu'est-ce que c'est alors le politiquement correct? Bon, moi je sais pas, c'est pas une question qui m'intéresse tellement, je vous avoue. J'aime beaucoup ce qui a été dit jusqu'à présent, donc le politiquement correct c'est les autres, donc c'est vous, c'est pas moi, ça c'est clair. La bien-pensance, ça doit être à peu près dans la même catégorie, certainement. Je comprends pas très bien. Je suis pas persuadé qu'il y ait un intérêt extrême à essayer de qualifier le discours de l'autre. Je pense que c'est pas du plus grand intérêt d'essayer de trouver l'épithète qui correspondra le mieux à ce que dit l'autre. Et surtout quand l'intention qui est cachée derrière la production de cette épithète, c'est précisément de discréditer le discours de l'autre. Moi, je suis beaucoup plus intéressé par un débat sur le fond, un débat sur les idées. Peu m'importe que l'idée de Claude de Melen soit incorrecte ou correcte. Ce qui m'intéresse, c'est débattre avec lui, c'est d'essayer de voir quels sont nos points de convergence, quels sont nos points de rupture, et essayer de trouver ensemble ce que nous pourrions avoir en commun, ce qui passe nécessairement par la nécessité de circonscrire ce qui nous sépare. Mais quelle importance, mais quel intérêt d'essayer de qualifier ce discours et d'essayer de coller une étiquette. Moi, voilà, ça m'intéresse pas. Donc je ne sais pas répondre à la question, je ne sais pas pourquoi on m'a invité, à part que je suis un peu l'establishment, mais c'est raté, je ne me suis pas lâché, donc désolé de vous décevoir. Voilà, merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer au deuxième tour de table et je repose la question plus personnalisée à Monsieur De Smet. Vous dites en fait que la récurrence actuelle du point Godwin ne peut être que le symptôme d'un malaise profond. De quel malaise parlez-vous, premièrement? Et deuxièmement, pourquoi Hitler est-il le seul criminel de l'histoire à hanter nos mémoires collectives? Voilà. Merci. C'est pas exactement ce que j'ai écrit. Mais l'idée est là. Ça va, j'ai un 12 sur 20. Merci. Non, ce que j'ai voulu exprimer, peut-être pas très clairement, c'est possible, c'est que le point de vue est c'est un gadget rhétorique, c'est la manifestation qui a tout de même, même si je suis d'accord, ça ne sert à rien de qualifier les discours des autres, simplement il y a des sujets qui se prêtent facilement à la comparaison. Et tout à coup, la Seconde Guerre mondiale où Hitler apparaît comme point de comparaison, ça bloque la discussion. D'ailleurs, d'où la polysémie du mot point, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le point, c'est à la fois le point que vous franchissez comme cap, et c'est le mauvais point que vous donnez à quelqu'un qui a, de manière indue, inutile et non productive, invoqué Hitler à cheval ou un petit peu tout le bestiaire. D'abord, je crois que le malaise que ça révèle, c'est simplement, que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, le fait que les idéologies sont démonétisées, qu'on n'a plus de consensus et de standards du bien, et que nous avons juste une boussole qui indique, un gouvernail qui indique a priori ce que nous pensons être le mal. Et que c'est un mal un petit peu indubitable puisqu'il est forgé dans l'expérience. Et la mémoire, ça fonctionne comme ça fonctionne à la fois quelque chose d'intellectuel, mais quelque chose qu'on peut avoir subi dans nos chairs. Et si le phénomène Godwin existe, il faut quand même rappeler qu'il
il est ciblé dans une ère qui est la nôtre et même dans un territoire qui est le nôtre. Je ne suis pas sûr qu'en Extrême-Orient, ils aient le même rapport. L'histoire d'un restaurant indonésien qui s'est ouvert avec le nom d'Hitler et la photo, etc. Ils n'ont pas le même problème. Pour eux, c'est autre chose. Nous, ça nous marque. Vous parleriez à des Européens de l'Est qui ont plus de 40 ans aujourd'hui. Eux, ils mettraient beaucoup plus en balance que nous faisons Staline, Hitler, les régimes de l'Est, les nazis, parce qu'ils n'ont pas connu la même chose, ils n'ont pas le même vécu. Et donc la mémoire, c'est ça aussi. Mais le malaise profond, c'est que nous avons besoin d'une boussole du mal parce que nous n'avons plus rien en stock idéologiquement qui puisse faire consensus, et que c'est peut-être en partie, pour rebondir ce que Claude a dit, c'est vrai qu'il y a une sorte de gentil consensus. Nous, on a l'impression que c'est difficile de faire évoluer le débat en Belgique parce que simplement la plupart des partis ont l'air d'être d'accord sur le fond. En gros, il faut prendre, chacun doit participer selon ses moyens, chacun doit recevoir selon ses besoins, et tout le monde est d'accord sur le principe. Simplement, c'est sur quelle balance est-ce qu'on va prendre telle chose, à qui est-ce qu'on va enlever un petit peu, à qui est-ce qu'on va donner un peu plus. Voilà. Et donc du coup, il y a ça. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus difficile et d'ambigu qu'il y a dans la fascination pour cette forme de mal. Il y a un terme que j'ai oublié de définir tout à l'heure, qui était le conformisme de la pensée. Et c'est ça, la pensée est conformiste par nature, je pense. Moi je crois que la plupart des êtres humains, a priori, suivent un chef. La plupart des êtres humains prennent les idées qui sont autour d'eux et les adoptent. La plupart des êtres humains sont des suiveurs. Et on a tous ça en nous. Il y a des néo-darwiniens style Dawkins qui décrivent ça beaucoup mieux que moi. La soumission à l'autorité, il y a des expériences de Milgram que vous connaissez tous, l'histoire des chocs électriques, des expériences qui démontrent que, mise en situation, n'importe quel être humain obéit très facilement aux ordres pour faire du mal à un autre, même sous couvert de la science ou d'autre chose. Et ce qui est intéressant dans l'expérience de Milgram, par exemple, c'est que quand on demande aux cobayes avant et après leur avis sur des grands principes, tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas obéir aux ordres ou n'importe quoi, qu'il ne faut pas... Mais dans la situation, tout change. Et c'est ça qui est intéressant. Et si les nazis nous fascinent, en gros, c'est parce qu'ils ont porté ça au maximum. Donc ça flatte l'effet de meute. Ça flatte quelque chose qui ressort de la force, du fait qu'a priori, nous obéissons et que les esprits sont contaminables. Et même notre législation est le reflet de ça en partie. Je parlais de la liberté d'expression pour rappeler que, grosso modo, et la Cour européenne des droits de l'homme l'a confirmé dans un arrêt très célèbre, vous pouvez dire à peu près n'importe quoi, en ce compris ce qui choque, blesse ou inquiète. Et je disais tout à l'heure que c'est pas une raison pour d'office le fait, mais que votre droit d'expression va jusque-là. Et que la limite, c'est l'expression de propos qui incitent à la haine, d'une manière ou d'une autre, qui sont négationnistes. C'est la loi Moreau et c'est les lois de 2003 contre la discrimination en Belgique, mais ces lois existent dans toute l'Europe d'une manière ou d'une autre. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que, à quoi servent ces lois? Il n'est pas interdit d'être raciste, en fait. Vous avez autant le droit d'être raciste que d'être idiot, que de croire aux raéliens, aux schtroumpfs, d'avoir n'importe quel corpus d'idées, quel qu'il soit, et c'est heureux. D'abord parce qu'on ne choisit pas forcément tout ce qu'on pense. Nietzsche avait une formule, il disait, Nietzsche, Schopenhauer, tous ces penseurs très sceptiques, ne croyaient pas à l'existence du libre arbitre. Nietzsche disait, je ne devrais même pas dire je pense, je devrais dire ça pense. À quel moment est-ce que je décide de ce que je pense? À quel moment est-ce que je décide du moment où une idée arrive et où je peux vraiment m'en revendiquer l'auteur? Comme par hasard, la plupart des gens qui ont une religion ont exactement la même que celle de leurs parents. C'est amusant. Et ceux qui n'ont pas en général font une réaction, ce qui n'est pas à peine plus libre, si vous voulez, une réaction pour rejeter celle de leurs parents ou celle de leur environnement. Les lois antiracistes, notamment, se basent sur l'idée, sur un postulat qui n'est jamais mis en avant, qu'effectivement l'esprit humain est plutôt faible et contaminable. Parce que ce qu'on craint, c'est qu'une idée 1000 fois répétée du style « il faut jeter les juifs, les arabes, les homos qui vous voulez à la mer » finisse par devenir réalité et on craint le passage à l'acte. C'est à ça que ces lois servent. C'est pas, et c'est peut-être ça le défaut qu'on a en n'expliquant pas ça suffisamment, je trouve, en disant simplement il y a des méchantes lois qui brident la liberté d'expression et qu'on ne peut plus rien dire. Non, ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on ne peut pas faire, c'est inciter à la haine, simplement parce qu'on essaie de prévenir le passage à l'acte et qu'on essaie de prévenir l'idée que les idées se contaminent trop. Et donc, voilà ce qu'on refoule, si vous voulez, et voilà le malaise en question, c'est que les nazis restent le plus beau méchant de cinéma
parce que c'est le fort qui écrase le faible, et le faible qui suit. Et ça, je crois que à la fois ça nous effraie, ça nous fascine. Il suffit de voir à quel point, notamment dans les séries télévisées, je suis moi-même moi le premier, je suis un consommateur, mais les personnages de la mode sont tous des gens extrêmement mauvais qui le deviennent. Vous prenez Dexter, vous prenez House of Cards, vous prenez Breaking Bad, voilà, c'est tous des ordures ou des gens bien qui deviennent des méchants et qui tout à coup délivrent leur volonté de puissance et imposent leur vision du monde aux autres. Et ces séries-là marchent très très fort, et j'en suis un des premiers spectateurs. Et donc, on met ça à distance par la fiction parce que c'est plus facile, et parce que ça nous permet sans doute de les canaliser. Moi, je ne crois pas que les êtres humains soient des bisounours a priori, donc ça canalise quelque chose. Et c'est ça aussi dont on trouve la trace dans le langage du discours politiquement correct admis, parce que c'est une de nos dernières certitudes, notre boussole du mal à nous. Merci beaucoup. Monsieur Van der Gucht, dans la tribune, vous avez écrit dans Parole Libre, le journal de la Ligue des droits de l'homme, vous parlez d'impertinence, comme vous l'avez fait là maintenant. Comment pensez-vous en fait, que l'impertinence comme forme d'expression d'une pensée libre peut être indispensable à la démocratie, premièrement? Deuxièmement, vous demeurez imposition du politiquement correct, selon vous, où réside-t-elle? Vous parlez de... excusez-moi. Vous dénoncez l'imposition du politiquement correct. Où réside-t-elle selon vous? C'est pas son imposition, mais genre, où réside, si on parle de politiquement correct, elle réside où selon vous? Bien, je vais essayer de répondre. Je ne sais pas si je vais arriver à reprendre le fil aussi en même temps. C'est vrai que les exposés qui s'enchaînent, ça ressemble plus à un Kadareski qu'à un puzzle. Je ne sais pas quel mot je vais avoir à la fin. Enfin, voilà. Donc oui, je vais peut-être poursuivre sur cette notion de politiquement correct parce que j'ai le sentiment effectivement qu'il y a le malentendu est persistant, et effectivement pour moi le politiquement correct c'est ni la langue de bois, ni la bien-pensance, ni le consensus, ni non plus comment dire, la dimension procédurière qu'on pourrait imaginer et sur laquelle comment dire, on finit par s'inquiéter très très fort en considérant que ce politiquement correct peut être diverticide. C'est-à-dire, donc évidemment, je ne suis pas du tout en train de plaider pour une forme de politiquement correct qui consisterait à contrôler, à surveiller chacun, le langage de chacun, et à interdire à chacun d'utiliser certains mots. Là, effectivement, on arriverait dans un univers orwellien de langue qui en plus transforme le sens des mots pour aller dans un sens attendu. C'est pas du tout le sens justement du projet politiquement correct qui est né en Amérique et qui repose aussi sur les travaux de certains intellectuels français comme Michel Foucault et d'autres, ou Jacques Derrida, mais je ne vais pas penser à entrer dans des digressions sur trop théoriques. Mais il s'agit donc effectivement, comme je le disais tantôt, de permettre à des catégories sociales, à des groupes sociaux qui n'ont pas la maîtrise de la parole nécessairement, en tout cas dont la parole n'est pas dominante dans la société, de reprendre la main en quelque sorte, ou la parole plus exactement, en forçant la collectivité à être attentif aux connotations et à l'impact que peuvent avoir les mots que l'on utilise pour les désigner dans le langage ordinaire, dans le langage courant. Alors, il ne s'agit pas évidemment dans mon chef d'envoyer quelqu'un en prison parce qu'il a dit Youpin, ou parce que voilà, ou Bicot, ou Nègre, ou autre chose. Il s'agit, donc c'est pas du tout une police de la langue dont il est question, mais c'est une sensibilisation, une éducation en quelque sorte aussi, à l'effet collectif et individuel que produisent les mots, les expressions courantes qu'on utilise sans s'en rendre compte, parfois de façon tout à fait innocente, parfois sous couvert d'humour, parfois dans la connivence d'ailleurs aussi, beaucoup d'humoristes qui, dans cet esprit de connivence avec le public, se permettent justement des blagues racistes, mais en signifiant bien que soit que le second degré, soit que ceci, soit que cela, pour désamorcer l'effet stigmatisant pour qu'eux-mêmes n'aient pas en retour évidemment des problèmes, mais ce qu'il convient, à mon avis, de retenir du politiquement correct tel que ça a été érigé en projet
politique, c'est précisément de redéfinir son identité. Le fait, par exemple, que les Noirs américains aient décidé que désormais il faudrait parler d'eux en termes d'Afro-américains a évidemment une signification très particulière. C'est pas le fait de dire, bon voilà, désormais c'est ça qu'il faut dire. Si vous dites nègre, à la limite, vous pouvez le dire. Ce n'est pas un terme qui, en soi, qui est insultant, même s'il est péjoratif, même s'il a des connotations très désagréables. Mais en anglais, d'ailleurs, Negro est utilisé par les Noirs américains, par les Afro-américains. Mais c'est dans un sens, une acception scientifique particulière, ou historique particulière. Et donc, parler d'Afro-Américains a un sens très précis aussi, c'est évidemment, là aussi, reprendre la main sur la représentation sociale et l'identité collective de sa propre communauté, dont il n'avait pas préalablement la maîtrise. Donc voilà, donc pour moi, le projet politique du politiquement correct, il se définit comme tel. Alors, il faut donc, dans cette période, donc c'est évidemment tout sauf une pensée qui serait politiquement conforme à une idéologie dominante. C'est plutôt une éthique de la parole qui consiste à mesurer et assumer les effets que les propos qu'on tient en public, notamment, peuvent avoir sur nos interlocuteurs, sur nos auditeurs, sur leur sensibilité, sur leur dignité, mais aussi sur la manière dont la société elle-même se structure et se reproduit, dans la manière dont elle permet à des groupes sociaux de s'émanciper, de participer au débat collectif, plutôt que d'être exclus et de voir leur parole accaparée par d'autres groupes sociaux, simplement parce que le fait d'être dénommé d'une façon qui n'est pas appropriée fait que ça vous exclut aussi du débat social, parce qu'effectivement, si vous êtes une minorité, vous avez tendance généralement plutôt à vous montrer discret et à faire profil bas. Donc ici, c'est donc le chemin inverse qui est mené par ces minorités, quelles qu'elles soient, les femmes, les étrangers, les immigrés, les chômeurs, les travailleurs, enfin, voilà. Les femmes n'étant pas des minorités que je sache, elles sont même démographiquement majoritaires, mais elles sont socialement et économiquement subordonnées aux hommes sur le marché de l'emploi et dans l'économie domestique. Comme on sait, malheureusement. Donc, de ce point de vue-là, sans être minoritaires, ils ont un statut minoritaire que j'assimile donc aux autres. Donc, voilà, donc moi il me semble que tous les gens qui fustigent le politiquement correct, on l'assimile, parce qu'on entend des tas de choses, à la novlangue, à l'inquisition, j'ai entendu, enfin plein de choses absolument épouvantables, au totalitarisme, on va bientôt arriver au point Godwin, je pense, est évidemment un épouvantail qu'on agite pour que rien ne change. Voilà, moi c'est vrai que ça, la façon consensuelle avec laquelle quasiment tout le monde, en tout cas en Europe et dans le monde francophone en particulier, rejette globalement le politiquement correct, est assez symptomatique, je trouve, de cette espèce de... Voilà, on veut nous priver, on veut porter atteinte à notre fibre transgressive. Nous sommes tous des impertinents, nous sommes tous des insolents, nous sommes tous des anticonformistes. Ce qui, évidemment, mérite évidemment réflexion aussi. À partir du moment où on est tous anticonformistes, ça pose problème. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut aussi réfléchir à ce dont nous priverait, hypothétiquement, ce politiquement correct. Quel est le danger que ça représente, finalement? C'est quoi? Alors, moi, je veux bien qu'on continue à souscrire à la formule apocryphe, parce que je ne crois pas que ce soit lui qui l'ait vraiment écrite, de Voltaire qui disait « Je suis prêt à me battre jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit d'exprimer vos idées, même si j'y suis opposé. » D'accord, encore faudrait-il que ce qui s'exprime là soit de l'ordre de la pensée. Or, généralement, ce à quoi on reste attaché lorsqu'on condamne le politiquement correct, c'est carrément la liberté de dire tout et n'importe quoi, y compris et surtout des idées reçues, des idées de sens commun, des insultes, etc. Et voilà, je ne pense pas que le fait de traiter quelqu'un de bande, de pute, de tout ce que vous voudrez, voilà, et j'avais fait avancer l'histoire de la pensée, ou participe comme d'une forme de pensée quelconque. Donc cette liberté-là,
il faut quand même aussi un petit peu y réfléchir. Quelle est la liberté qu'on défend aussi à travers ça? Est-ce que c'est le fait de pouvoir dire fuck? Bien sûr, ça fait du bien. Ça permet, j'imagine, dans certains moments, de pouvoir libérer des tas de choses qu'on doit refouler. Mais c'est pas ça la liberté non plus. Donc la liberté, c'est aussi justement la possibilité de pouvoir s'approprier son destin. C'est ça la liberté. Donc voilà. Donc en conclusion, parce que le temps qu'on nous est compté, je ne suis pas le dernier orateur. Il n'est pas venu pour moi non plus, j'imagine. En conclusion, je dirais que il faut être très prudent sur ces condamnations du politiquement correct. D'ailleurs, j'invite tout le monde à réfléchir au fait que les premiers à invoquer la liberté d'expression, ce sont les intégristes, ce sont les esprits totalitaires, ce sont les esprits fascistes qui justement invoquent cette liberté d'expression pour pouvoir disséminer des pensées les plus abjectes. Donc soyons vraiment vigilants là-dessus. Ce qu'il faut, c'est effectivement une éthique de la parole et une responsabilité de la parole publique. C'est à ça qu'appelle le politiquement correct, dans le sens où moi je l'entends, et c'est ça que je défendrai éventuellement. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je passe à M. Demonel. Vous avez cité quelques sujets qui relèvent selon vous des politiquement corrects qui seraient impossibles à traiter dans les médias. On aimerait avoir des exemples plus détaillés. Et deuxièmement, c'est une question un peu personnelle, quel est le prix à payer lorsqu'on a une plume des mois mainstream dans la presse politique et dans la presse francophone belge? Voilà. Merci. Juste un petit point pour répondre à Marc Dehaene en 3 phrases. Vraiment, quand il dit j'en ai marre du politiquement correct, je ne sais pas très bien ce que c'est le politiquement correct. Je dirais que, bon, on peut dire que c'est souvent ce qu'on appelle le discours dominant. Hein. Bon, on ne peut pas nier qu'on vit dans une société néolibérale, capitaliste et tout, et que bon, là, il y a un discours dominant incontestablement. On vit aussi dans une société qui, sur le plan éthique, a beaucoup évolué, s'est beaucoup libéralisé, mais bon, on vit encore dans une société puritaine, et là aussi, je parlais tout à l'heure du domaine de la prostitution, là aussi, bon, c'est pas évident. Alors, des exemples de sujets, pas vraiment tabous, mais des sujets à haut risque, lorsqu'on les évoque dans les médias, mais je dirais qu'il y a d'abord tous les sujets liés à, je dirais, la problématique identitaire, le port du foulard, la place de l'islam dans la société. Bon, c'est des sujets qui sont extrêmement complexes à traiter. Et là, je vais peut-être vous raconter quelques petites anecdotes personnelles sur des sujets que j'ai traités et qui m'ont posé quelques problèmes. Le premier, c'est le PTB. Bon, voilà, dans la famille, là, si vous mettez le PTB au menu des discussions, généralement ça dérape, et tout le monde s'en prend. Et moi, j'ai eu quelques soucis avec ça il y a plus de 10 ans, donc je suis j'ai tendance à être anticommuniste et anti-stalinien primaire. Mais bon, voilà, à l'époque j'écrivais dans une revue qui s'appelle Politique, que vous connaissez peut-être, et on décide de faire un dossier sur le PTB. Et moi je propose un petit texte disant, moi je me sens, à l'époque c'était donc avant la modernisation du PTB, ou la prétendue modernisation, ça dépend des points de vue. Donc il y a 10 ans c'était encore le vieux PTB. Moi j'ai écrit un petit article pour dire tout simplement qu'ils sont imbuvables sur le plan de la politique étrangère, puisqu'à l'époque, ils continuaient à défendre la Corée du Nord, des joyeusetés comme ça. Mais par contre, on ne peut pas nier que sur le terrain, bon, ils comportent dans le rang des tas de militants qui sont sincères, qui mènent une action tout à fait dévouée, notamment par l'organisation de médecine pour le peuple qui propose une médecine gratuite. Voilà, donc c'était un article un peu nuancé, disant, bon, et surtout, moi j'ai tendance à ne pas parler d'extrême gauche, parce que parler d'extrême gauche, c'est mettre l'extrême gauche sur le même plan que l'extrême droite, donc moi je parle de la gauche, de gauche radicale. Bon, enfin, c'est des nuances, mais c'est quand même important. Et donc, voilà. Et donc, oulala, levé de bouclier, la plupart des collaborateurs de politique me tombent dessus en disant mais tu défends des fascistes rouges, c'est invraisemblable. Et bon, le texte a failli être censuré, et finalement il a fallu négocier pour qu'il n'y ait pas de... Donc voilà, le PTB, c'est un bon sujet. Alors, autre bon sujet, j'en parlais tout à l'heure, c'est toutes les problématiques identitaires. Là, j'ai une anecdote également. Ça remonte à c'était en 2009, lors de l'opération israélienne Plomb Durci à Gaza. Il y a une énorme manifestation à Bruxelles qui rassemble à peu près 50 000 personnes. Et j'y vais avec un collègue clairement à gauche, je ne citerai pas son nom. Et on arrive là-bas dans cette manifestation et
on est pris dans un certain malaise parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose d'inhabituel pour les slogans. Bon, on entend des slogans moraux juifs. On voit qu'une partie de la manifestation est quand même noyautée par une série d'organisations islamiques, notamment de l'Hezbollah. Et bon, chacun rentre chez soi. Et puis moi je me dis c'est pas possible, il faut quand même, voilà, alors on y allait comme journaliste, mais aussi, il faut le dire quand même comme sympathisant de la cause palestinienne, mais bon, on est mal à l'aise. Et bon, on co-rédige un article qui s'intitule Le pouvoir au barbu, non merci, et qui est publié le surlendemain dans Le Soir. Et alors c'est un des chocs de ma vie, parce que du jour au lendemain, on est devenu... pour pas mal de gens et de camarades ou ex-camarades de gauche, on est devenus des islamophobes, quoi. Et du jour au lendemain, on est relégué dans le camp du mal. Voilà, autre petit exemple dont je peux parler, c'est encore une carte blanche rédigée avec un camarade de droite, très à droite à la DST. C'était au lendemain des élections de mai 2009. On se rencontre par hasard dans une librairie et puis on commente un peu ce qui s'est passé lors de cette élection-là. Et c'est à cette élection qu'est élue au Parlement bruxellois la première députée voilée d'Europe, on l'a appelée Maïmour Ozdemir. Et je discute avec De Spex, bon, on est pratiquement en désaccord sur tout, sur le plan socio-économique, sur toutes ces questions-là, sécu, etc. Mais là, on tombe d'accord pour dire que bon, c'est peut-être pas un bon signal et que bon, voilà. C'est quand même le signal également qu'une certaine fraction des musulmans extrêmement minoritaire, mais est en train de mettre à l'avant-plan un islam rétrogradé. Donc voilà, on pond une carte blanche intitulée Le voile ne sont les progressistes. Et là aussi, à notre grande surprise, donc des réactions outrées d'un certain nombre de camarades de gauche, mais aussi une plainte déposée contre nous pour incitation à la haine, voilà. Plainte déposée auprès du Centre pour l'égalité des chances par un think tank, un petit mouvement qui s'appelle Vigilance musulmane. Bon, cette plainte n'a évidemment pas abouti parce que le texte était tout à fait modéré, tout à fait... Voilà. Mais c'est suite à cela qu'on a été tellement, choqués, remués par... cette plainte, on a décidé de faire un bouquin qui lui-même... voilà. Donc c'est une série de sujets, peut-être je terminerai par un sujet que j'ai déjà évoqué, le sujet de prostitution, où là aussi c'est un sujet que j'ai traité, et c'est pas évident non plus, surtout quand on est un mec, parce que bon, on dit à partir du moment où on défend l'existence d'une prostitution libre et consentie à l'opposé d'une prostitution sordide des réseaux, etc. Évidemment, légalement, c'est oui, évidemment, t'es un mec, donc t'es client, donc voilà. Donc c'est une série de sujets où là aussi on peut joyeusement s'étriper dans des familles et voilà. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, on finit encore par Establishment. Et pour la même question en fait, que celle posée à M. Demenel, c'est quels sont selon vous les sujets sur lesquels vous changez votre mode d'opération, à savoir où il faut modifier la forme pour ne pas choquer, heurter une partie de votre audimat. Et est-ce qu'on peut parler selon vous d'un ordre moral et éthique dans la sphère médiatique belge actuellement, si c'est le cas, qui l'a mis? Est-il difficile de le faire respecter tout en laissant une liberté aux journalistes? Voilà. Alors donc bien sûr il y a un ordre moral dans la sphère médiatique belge, il y a un personnage qui nous regarde en permanence, qui s'appelle Big Brother et qui nous donne des ordres, qui s'emploie à écouter scrupuleusement et essayer de modifier nos... Mais non, bien sûr que non. C'est pas comme ça que ça marche. Quelles sont sérieusement les balises avec lesquelles la presse en Belgique, et je pense de manière générale en Europe et dans les pays démocratiques, travaille? Ce sont des balises qui sont des balises d'ordre déontologique et qui essaient de créer un équilibre entre la liberté d'expression et la responsabilité. On peut effectivement considérer qu'il faudrait que la presse bénéficie d'une liberté d'expression absolue. Ça, c'est un peu la vision qu'avait Tocqueville. Si vous avez lu de la démocratie en Amérique, qui est un ouvrage absolument savoureux et très très intéressant pour percevoir ce que peut être une pensée libérale, Tocqueville dit
Et il est vraiment impressionné, ébloui par la liberté de la presse aux États-Unis. Il est vraiment ébloui par cette liberté. Et bien sûr, il convient que ça a pas mal d'inconvénients et que donc dans tout ce qu'on écrit, on écrit aussi n'importe quoi. On crée des problèmes, on peut blesser les gens, on peut propager des informations qui sont complètement fausses, mais c'est pas si important parce qu'il considère que les avantages d'une presse totalement libre compensent largement les inconvénients. Alors, sur la balance des avantages et des inconvénients, c'est quand même assez difficile de commencer à mettre des petits poids. Ce qui est certain, c'est que les victimes des inconvénients ne verront jamais les avantages. Alors comment faire? Comment arriver à trouver un guide entre la nécessité d'une liberté de la presse et d'une liberté d'expression qui soit en réalité la plus grande possible, mais en même temps l'exercice d'une certaine responsabilité. La responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, bien sûr, ne pas s'engager dans des propos ou la propagation de propos qui seraient intrinsèquement délictueux. C'est ce dont François a parlé tout à l'heure. Bien sûr, il fait partie de la déontologie journalistique de ne pas inciter à la haine raciale, évidemment. Hein. Donc, il y a des limites, mais ça recoupe totalement les limites légales. Ça, c'est un aspect des choses. Et puis au-delà de ça, c'est vrai que si vous observez les codes de déontologie journalistique qui existent en Europe, vous allez sentir qu'il y a un soin particulier pour le respect des personnes. Et je pense que la notion de personne est assez importante. Il y a véritablement une invitation qui est faite aux journalistes à mettre en rapport l'intérêt d'une information au sens de l'intérêt général, donc en quoi cette information va véritablement concourir à la vérité, en quoi cette information va véritablement participer à une meilleure compréhension mutuelle, en quoi cette information va permettre de démêler le vrai du faux, en quoi elle va faire progresser la société par la connaissance, donc en quoi elle est véritablement utile à l'intérêt général. Et entre cette dimension-là doit être appréciée au regard du mal qu'on peut éventuellement provoquer à l'un ou l'autre. Et il y a des cas où effectivement on va se dire, eh bien, il faut que cette information sorte, ça va être très désagréable pour certaines personnes qui vont en faire des frais. Mais il y a une forme d'intérêt supérieur qui relève de l'intérêt collectif, et cet intérêt-là peut le justifier. Mais vous voyez, il n'y a pas de règle extrêmement précise, c'est une casuistique, il faut chaque fois essayer de peser le pour et le contre, c'est vraiment pas facile, et c'est pour ça que le métier de journaliste est un métier particulièrement délicat, qui demande beaucoup de recul par rapport à la pratique au quotidien, et ce recul n'est pas toujours favorisé par la vitesse avec laquelle nous sommes sommés de travailler, et je ne vous parle pas des impératifs de succès de nos médias respectifs. Donc voilà, fondamentalement, je pense que ça se joue là-dessus. Alors, est-ce que, dès lors, la presse aurait une sorte de tendance à la normalisation et se coulerait facilement dans un moule qui serait celui de la bien-pensance ou du politiquement correct? Je suis absolument persuadé que énormément de gens le pensent. Donc, les interpellations que nous recevons en tant que journalistes sont très souvent de cet ordre-là. On rejette le discours que nous tenons sur les événements et sur la réalité, justement en nous reprochant d'être des bien-pensants, l'incarnation d'une sorte d'élite technocratique comme ça, qui propagerait un discours qui ne respecte pas le pays réel, qui ne respecte pas ce que les gens pensent vraiment, qui ne veut pas voir ce qu'est la réalité. Et là derrière, il y a tous les fantasmes dont je me suis moqué au début de mon intervention, qui sont les fantasmes de gens qui seraient au-dessus de nous et qui nous piloteraient et qui agiteraient les journalistes un peu comme des panthères. C'est vrai, c'est un reproche qui existe, qui est très très vif sur les réseaux sociaux et avec lequel nous sommes amenés à nous habituer, à vivre, et c'est pas toujours très agréable. Alors pour terminer mon intervention, j'aimerais
juste ajouter un petit élément qui est fort peu connu du grand public et tout à fait ignoré, je pense, de ceux qui nous opposent cette critique de bien-pensance. C'est une dimension qui existe en particulier dans le code de déontologie en Belgique francophone. Et cette dimension, c'est celle de la désobéissance. De la désobéissance. Donc, la déontologie journalistique en Belgique francophone reconnaît aux journalistes un droit à l'objection de conscience, un droit à dire, eh bien, moi celui-là, je ne vais pas l'interviewer, ou en tout cas je ne vais pas l'interviewer comme ça, ou en tout cas je ne veux pas parler à ce type-là, parce que vraiment, not in my mic, hein, pas dans mon micro, c'est-à-dire. Et il y a véritablement une autorisation qui est donnée par la déontologie aux journalistes pour dire, voilà, là, ça passera pas par moi. Ces idées-là, elles passeront pas par moi. Alors, ok, c'est peut-être un paradoxe par rapport à l'obligation que j'ai par rapport au fait, c'est peut-être un paradoxe par rapport au devoir de vérité que j'ai, mais ça ne passera pas par moi. Et je pense qu'une profession où on reconnaît la légitimité de la désobéissance, c'est peut-être précisément une profession qui n'est pas celle de la bien-pensance, c'est peut-être précisément une profession où il est possible de considérer, comme Oscar Wilde, qu'un des moteurs du progrès, c'est précisément la désobéissance. Et moi, je suis assez fier de faire partie de cette profession-là, même si, croyez-moi, je suis bien placé pour connaître les limites de l'exercice. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer à la séance questions-réponses. Je vous demanderai d'être concis et de poser des questions orientées à nos intervenants d'aujourd'hui. Galad s'occupera de la distribution du micro. D'accord. Levez la main si vous avez des interpellations ou des questions à nos intervenants. Voilà. Ça ira ce micro ici je vais essayer. Test. Je pense que ça marche. Pas un à la fois. Ah, voilà. Merci. Ma question s'adresse à M. François de Smet. Tout à fait au début de son intervention, vous avez évoqué ce à quoi on pense quand on se réfère effectivement aux nazis. Vous avez évoqué ça sous le terme de l'expression de mal absolu. Et je voulais vous poser une question par rapport à cette idée d'absolu. Est-ce que vous considérez véritablement que ce mal qui est arrivé dans l'histoire à ce moment-là peut être considéré comme absolu? Est-ce que le fait de le qualifier de cette manière-là, est-ce que ça n'est pas déjà, d'une certaine manière, rendre possible le point Godwin? C'est-à-dire le fait de considérer que c'est un mal qui ne serait pas, comme tous les mots qui peuvent arriver dans l'histoire, parce que des hommes font du mal à d'autres hommes, c'est le considérer comme un mal un petit peu méta-historique, voire même à la limite métaphysique. Et ça peut donner lieu aussi à une certaine utilisation de ce paradigme du mal, que moi je préférais plutôt qualifier d'extrême, plutôt que d'absolu, mais c'est le constituer comme un paradigme qui peut servir éventuellement à d'éventuelles instrumentalisations. Et on peut se demander dans quelle mesure le succès du point de vue n'est peut-être pas aussi lié au fait qu'il y a un usage qui peut être considéré comme opportun par certains de cette référence au nazisme. Merci beaucoup. Il y avait un monsieur qui demandait la parole juste derrière. Je voulais juste donner un exemple qu'on dit de création de consensus. Par exemple, en Espagne, il y a quelques semaines, il y a le CEO de la plus grande banque qui est décédé. Et alors, on pouvait voir tous les journaux qui faisaient vraiment des articles comme si c'était le super-homme qui était décédé, incroyable, à tel point qu'il y avait même des gens libéraux de droite, mais qui ne sont pas intérieurs au pays, ont fait des remarques disant que c'était vraiment
avait poussé la limite, les journaux de droite, tant de droite que de gauche, avaient vraiment poussé la limite dans les commentaires, dans la description du personnage. Et bon, pour moi, la seule explication de ce fait, c'est que tous ces médias, bon, ils sont des dettes et que du coup ils ont intérêt à garder des bonnes relations avec la banque. Donc voilà. Donc ça, c'est peut-être un exemple de comment on peut créer un consensus dans la société. Voilà, merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut poser une question maintenant. On répond, puis on prend un deuxième tour de parole. Voilà. Monsieur De Smet, vous avez été interpellé. Merci monsieur pour... Vous m'entendez? Oui. Merci monsieur pour cette excellente question. Alors, pourquoi est-ce que j'ai employé le mot absolu? Oui, c'est mieux. Pourquoi j'ai employé le mot c'est mieux? Absolu. Votre question, elle met en jeu la question de la mémoire, qui est un des sujets qui, moi, m'a passionné en attelant à ce livre. Au fond, c'est Confucius qui dit l'expérience n'est qu'une lampe dans le dos et qui n'éclaire que le chemin à chaque fois parcouru. Et ce que nous pensons, la mémoire c'est fascinant parce que, a priori, la mémoire humaine et même la mémoire collective est supposée être, Baudelaire appelait ça un palimpseste, c'est-à-dire un parchemin sur lequel on réécrit en permanence. Quand on a un événement traumatisant, notre cerveau est formaté pour l'oublier ou pour l'atténuer. La plupart des souvenirs, on enjolive les bons et on oublie les mauvais. Et la mémoire collective, je pense, fonctionne a priori comme ça aussi. Et ça, un des premiers crimes ou événements pour lesquels ça n'a plus marché, pour diverses raisons, notamment le fait qu'on soit, depuis le XXe siècle, dans une époque mondialisée, qui donc prend note de ces événements autrement, les enregistre autrement, c'est la solution finale qui a quelque chose de particulier. Je sais que c'est une partie du débat. Il y a eu d'autres génocides, il y a eu d'autres crimes contre l'humanité. Mais qu'est-ce qui singularise la solution finale? C'est deux choses. D'une part, qu'on visait évidemment un peuple en tant que peuple, et surtout qu'il y a quelque chose il y a une sorte de nihilisme profond. C'est-à-dire qu'on a détruit pour détruire. C'est-à-dire que le but de la solution finale était vraiment d'arriver à quelque chose de l'ordre de la pureté. Que si vous essayez de trouver même avec 26 guillemets, une justification instrumentale, autre que la pureté, vous n'y parvenez pas. Et là, il y a quelque chose de différent, avec une série d'autres massacres, avec la traite négrière, avec autre chose, où il y avait quelque chose d'utilitaire. Là, on a la rencontre entre un État civilisé, son industrie, et un crime de masse. Et donc, alors, vous avez raison, dire que quelque chose est absolu, c'est fixer un cap indépassable, c'est donc forcément ouvrir une certaine fragilité. Je pense que pour l'instant, c'est relativement indépassable. Ça ne veut pas dire, malheureusement, que ça ne peut pas l'être. Si nous avons ce point de vue-là aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a rien connu de pire, nous, en tout cas pour l'instant, pour s'y référer, et parce que le crime a été qualifié juridiquement. Ce que j'entends par là, c'est qu'au début de mon livre, j'essaie de poser la question, pour le coup, plutôt politiquement incorrecte. Quel aurait été le statut de la Shoah, de la solution finale, si les nazis avaient gagné la guerre? Si, forcément, il n'y aurait pas eu Nuremberg, forcément, il n'y aurait pas eu la création de ces catégories nouvelles qui datent de cette époque, qui datent de 1945. Le génocide et le crime contre l'humanité, ils n'existaient pas avant, ils ont été inventés par un juriste américain, Raphaël Lemkin, qui les a, on les a créés, on les a utilisés simplement parce qu'on se retrouvait par rapport à un crime nouveau, en tout cas qu'on n'avait pas eu à catégoriser de cette manière. C'est toujours comme ça, hein. L'homme commet le crime et puis il trouve, ah ben tiens, si je laisse cette pratique s'universaliser, ça ne va pas, et donc je l'invente et je la catégorise comme crime. C'est comme ça aussi que la mémoire se perpétue, enfin, se construit et se crée. Et donc, je ne vois pas, à part peut-être le génocide Tutsi, mais on ne va pas entrer dans une compétition des mémoires, je n'ai pas de souvenir récent de quelque chose de comparable dans le côté nihiliste, dans le côté on éradique pour montrer qu'on éradique, qu'on est fort, et pour purifier quelque chose qui ressemble à une race. Et dans ce sens-là, même si je ne suis pas fan des catégorisations de morale et de bien, de mal et de bien et de tout ce qu'elles engendrent, mais là, il me semble qu'on a quand même quelque chose d'extrême ou d'absolu, et j'admets qu'on pourrait tergiverser sur les mots, qui me semble relativement indépassable. Si on le dépasse un jour, ça veut dire qu'on aura connu pire, quelque chose que forcément on n'arrive pas à conceptualiser. Peut-être que forcément on n'arrive pas à conceptualiser avant que ça nous arrive, parce que les hommes sont à la recherche
perpétuelle de... Ils commettent des crimes avant de les appeler crimes, c'est-à-dire que l'éthique et le droit est par définition toujours en retard. Et donc tout ce qu'on a, c'est les balises forgées par l'expérience, par exemple celle du crime contre l'humanité et du génocide, qui fait qu'au moins, on ne peut pas toujours les prévenir, on a vu que ce n'était pas le cas, mais on peut plus facilement les qualifier, les reconnaître et puis les punir. J'espère avoir un petit peu répondu à oui, juste très brièvement une petite réponse à un monsieur qui parlait des médias et des banques. Bon, ça a fait que certains, mais bon, c'est clair qu'il ne faut pas être angélique. Hein. Ce n'est pas un hasard si, par exemple, un journal comme Libération en France, qui avant était vraiment le summum et la caricature du journal de l'anticonformiste, est devenu conformiste à mort. Hein. C'est-à-dire, la plupart des grands quotidiens, y compris Libération, sont désormais contrôlés par des hommes d'affaires. Et bon, c'est clair que ça influe, quelle que soit la déontologie des journalistes, ça influe sur les positions des uns et des autres. Moi, je me rappelle de la campagne pour le référendum sur la Constitution européenne, où tous les journaux, tous les quotidiens, tous les électeurs français ont pris position pour le oui. Et je me rappelle d'avoir lu à l'époque Serge Julie, grande figure de l'extrême gauche autrefois, injurier quasiment les partisans du non. Donc c'est clair que ce rapport-là, il existe. Je pense que la question des banques était surtout adressée à vous. C'est clair que ce rapport existe. C'est clair que ce rapport est une menace, en tout cas. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut absolument pas contester. Il y a des réponses à donner à cette menace. Les réponses, ce sont des réponses qui relèvent de la structure des médias, c'est-à-dire organiser l'étanchéité entre le pouvoir éditorial et le pouvoir économique. C'est possible de le faire, ça existe aussi. Ça, c'est une réponse. Et l'autre réponse, je pense qu'elle tient dans le contre-pouvoir, justement. C'est-à-dire qu'on puisse organiser à l'intérieur des médias un contre-pouvoir qui serait donc dans la rédaction et qui est capable de faire pièce à des demandes abusives qui seraient formulées aux journalistes, justement, pour favoriser tel ou tel pouvoir ou telle source de financement. Donc on peut organiser dans une société, dans une démocratie avancée, une presse qui arrive à trouver ce point d'équilibre. Et la vision qui voudrait que nécessairement ce serait un suicide pour ces médias que d'accepter par exemple quand le banquier est décédé de montrer aussi les éventuels défauts ou dérives de ce personnage, d'avoir peur de le faire. Eh bien, je pense que ça, c'est une vision véritablement à court terme des responsables de ces médias. Je m'explique. En tant que responsable économique d'une chaîne de télévision, moi, je n'aime pas, mais alors pas du tout, quand je vois un reportage qui me paraît complaisant. Je vais pas être politiquement correct, je vais un peu lâcher ma chaîne. J'ai vu il n'y a pas longtemps un reportage sur les voitures hybrides. Et je trouvais que c'était vraiment trop complaisant par rapport à une marque de voiture en particulier. Les recettes, c'est mon job. Hein. Je ne suis plus rédacteur en chef, je suis directeur général. Mais je pense que c'était donc très favorable pour la marque de voiture en question. Je pourrais être content, je me dis, allez, c'est bien. Après, je vais pouvoir aller leur envoyer mon responsable commercial pour leur demander de faire des annonces chez nous. Eh bien, je ne le pense pas. Je pense qu'à court terme, c'est peut-être intéressant, mais à long terme, c'est du suicide. Pourquoi? Parce que si nous avons un public, c'est uniquement parce que ce public peut espérer trouver chez nous une information crédible. Et une information crédible, c'est une information indépendante. Dès lors, si on veut voir la viabilité économique d'un média à moyen et à long terme, tant pis si à certains moments on se frite avec des annonceurs, tant pis si à un certain moment on se frite avec ce que j'appelais les actionnaires, donc les politiques qui sont quelque part derrière les subsides que nous pouvons recevoir, tant pis, parce qu'on va gagner à long terme sur la crédibilité que nous pouvons gagner. Donc ça, je pense que c'est vraiment un enjeu très important et il faut une certaine maturité dans les médias pour qu'ils puissent y parvenir. Maintenant, je vais préciser, c'est très facile pour moi de tenir un discours comme celui-là. Je ne dirige pas une chaîne de télévision en Espagne, hein, parce qu'il faut vraiment voir quelle est la situation de la liberté de la presse en Espagne. Aujourd'hui, elle est particulièrement préoccupante. Il y a dans la classe politique espagnole des pratiques qui dépassent l'entendement pour un journaliste belge. Des pratiques, par exemple, qui veulent que
quand on aborde les élections, ce sont les partis politiques qui vont désigner quelles sont les personnes qu'on interviewe, combien de temps, enfin, tout est dans la main des politiques. Les journalistes se voient dépossédés de la décision éditoriale en période électorale. C'est inacceptable. Autre illustration de pratique tout à fait inacceptable chez les politiques espagnols, c'est la pratique de M. Rajoy, qui ne veut pas qu'on lui pose des questions, ou alors qui veut d'abord les lire avant qu'on lui pose. Et alors le plus merveilleux avec lui, c'est qu'il fait des conférences de presse tout seul. Hein, donc il est tout seul dans une pièce avec une caméra devant lui, et les journalistes sont dans la pièce à côté. Comme ça, ils ne risquent pas de lui poser des questions. Voilà, ça, c'est où on en est aujourd'hui dans les pratiques de relation avec la presse. C'est vraiment très préoccupant. Et ce qui est encore plus préoccupant, et là je rejoins votre questionnement par rapport à la problématique de médias qui sont eux-mêmes endettés et en difficulté financière, c'est clair que la mauvaise santé économique de la presse est une menace véritable pour la liberté journalistique. C'est absolument incontestable et c'est vraiment un gros problème. Vous voyez de nouveau en Espagne quel est l'effet véritable des licenciements massifs que l'on connaît dans tous les médias espagnols. El País, qui est quand même, je pense, encore un journal de référence en Espagne, à l'année dernière, je pense qu'ils ont balancé 100 journalistes dehors. TVE est aussi confronté aujourd'hui à des plans de réduction de l'emploi qui sont drastiques. Ça va avoir un impact sur la liberté de la presse, ça va avoir un impact sur l'indépendance des journalistes. Je ne vous parle même pas de mes copines à moi, c'est-à-dire les télévisions régionales espagnoles. C'est bien simple, celles de service public, on les ferme. Bye bye. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement préoccupante pour ce qui concerne la liberté de la presse en Espagne, et heureusement on n'en est pas là en Belgique aujourd'hui. Et je crois vraiment qu'il faut être conscient de la problématique que l'on connaît en général, d'ailleurs dans le sud de l'Europe aujourd'hui, si nous ne voulons pas la voir se présenter demain également dans le nord, parce que malheureusement l'évolution de la situation économique n'est pas très favorable, et donc elle n'est pas très rassurante de ce point de vue-là également. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment d'en poser. Voilà, il y a Nicolas, il y en a une ici. Bonsoir, j'ai en fait deux questions adressées, la première à M. Van der Gucht. Vous parlez de la fonction d'interlocuteur du langage, et je vais vous demander tout simplement est-ce que vous ne pensez pas que si ce carcan, je dirais, protecteur du politiquement correct, est-ce que vous ne pensez pas que tenir compte des susceptibilités de chacun et de chaque communauté, c'est le meilleur moyen au final de ne plus rien dire? Est-ce que vous ne pensez pas que la parole médiatique et la parole publique, elle doit commencer par informer, et que les gens gèrent leur susceptibilité comme ils le peuvent, mais que dans une démocratie, le rôle des médias, c'est parfois de heurter, c'est parfois de choquer, mais c'est pas de commencer à se demander toutes les 5 secondes si on va heurter quelqu'un. Je comprends la logique américaine, mais je pense qu'il y a aussi un modèle américain qu'on est en droit de ne pas forcément partager en Europe, dans une tradition un peu plus contestataire et impertinente aujourd'hui, pas de tout temps, mais aujourd'hui, que ce que sont les médias américains. La deuxième remarque, je vais la poser à M. De Smet. Vous parlez de cette prévention par rapport à certaines résurgences d'idéologie, en disant que oui, ces lois ne sont pas faites pour censurer, mais pour prévenir la résurgence d'idéologies abjectes. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'influence plutôt de ce consensus médiatique dont a parlé M. de Meulen sur la conscience des gens? Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y a plutôt une véritable propagande sur certains sujets qui est orchestrée consciemment ou non, je ferai pour cette intention aux médias là-dessus, sur des sujets très concrets? Par exemple, sur l'Union européenne, les médias contribuent très clairement à associer Front National extrême droite à des positions anti-européennes. Ça, je ne dis pas que c'est orchestré par je ne sais quelle Manitou qui vient de l'extérieur, je dis que c'est concrètement ce qu'on lit dans les journaux de télé. Donc vous avez l'air de craindre les opinions de certaines personnes qui pourraient choquer et rappeler le nazisme. Moi, ce qui me fait peur, c'est pas le raciste qui commente un article de la DH en ligne avec des propos vraiment stupides. Ce qui me fait peur, c'est ce consensus médiatique qu'on retrouve presque partout sur les gens qui ont moins de capital culturel que ce que nous on peut avoir dans une université et qui forgent leur conscience par rapport à ce que disent les médias. Et c'est un vrai problème parce que ça, pour la démocratie, ça contribue malheureusement à former effectivement une forme de pensée unique. Et
Et je trouve en effet assez commode que ce point Godwin et ses dérivés, parce que bon, Marine Le Pen, c'est pas Adolf Hitler, mais effectivement, pour discréditer, il n'y a pas mieux que de dire qu'être eurosceptique, c'est être de Marine Le Pen. C'est très commode, pour des problèmes très concrets, d'associer des positions publiques ou médiatiques à ce genre de personnage. Et on a la même chose à l'extrême gauche, quand on parle de nationalisation ou d'expropriation pour des raisons économiques, on est vite renvoyé à la Corée du Nord et à Staline. Vous voyez, le point Godwin, ça existe aussi par rapport au totalitarisme d'extrême gauche. Et ça, c'est le rôle des médias. Et je pense qu'on ne peut pas mettre sur un même pied la parole de quelqu'un qui commence un article en ligne et la parole d'une chaîne de télé ou d'un journal. Donc les médias ont aussi un devoir de refléter ce que pensent les gens, d'essayer d'être pluriel, de refléter le débat et d'informer et pas de nous dire ce qu'on doit penser. Aujourd'hui, on a une presse qui, au lieu d'informer, essaie de nous dire ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait qu'on n'a pas de bien. On a effectivement un dénominateur de ce qu'est le bien. C'est l'écologie, être pro-européen, tout ça c'est le bien. On a une très claire vision du bien, en tout cas les médias ont une très claire vision du bien. Les gens, je ne sais pas, mais les médias on le voit très clairement. Voilà, donc c'est un peu pour vous poser cette question sur le rôle des médias par rapport à la société plutôt que l'inverse. Merci. Merci beaucoup. Après les applaudissements, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question, si quelqu'un veut en poser. Ah voilà, il y en a un monsieur là. Bonsoir, moi je vais rejoindre un peu ce que Nicolas vient de dire. Ben, surtout interpeller M. Dehaene, parce que c'est le représentant de la sphère médiatique, et pour dire aussi que pour moi, le conformisme, la bien-pensance, ça démarre par la sphère médiatique, parce que pour moi ça façonne les masses. C'est ça qui est en première ligne, pour parler aux gens, et ça touche un nombre incalculable de gens. Et j'ai constaté aussi qu'il y avait une certaine entente et un certain conformisme, pour en parler, par rapport à la sphère médiatique. Et aussi, j'encourage à lire Gunther Anders, philosophe allemand, qui parle de la télévision, et qui dit que c'est un instrument de façonnement par rapport aux masses dans un sens large. Et la question, ce serait plutôt de dire... et aussi, ce qui m'a frappé, c'est dans votre introduction, M. Dehaene, vous avez clairement marqué votre autocensure. Parce que, justement, et vous parlez aussi de vous réfugier derrière le code déontologique, mais chez les journalistes à leur niveau, et vous en tant que directeur général, j'ai ressenti cette forme d'autocensure qui est très présente et qui canalise, comme l'a dit Nicolas, le discours médiatique. Voilà. Merci beaucoup. Bon, il y a encore une question ou voilà, je pense que... Ah voilà, à Gala. Juste une petite dernière question, puisque Nicolas l'a anticipé. Je voulais juste poser une question en fait, à tout le monde, mais en particulier à M. Demelay, pour savoir si il était possible d'imaginer une société où il n'y aurait justement jamais de bien-pensance. C'est-à-dire que moi personnellement, je crois à l'idée qu'il existe une forme de bien-pensance. D'ailleurs, je suis surpris que personne n'ait rappelé un peu l'origine du mot. C'est-à-dire que les bien-pensants à l'époque, c'était quoi au XIXe siècle? C'était les catholiques bourgeois. C'est les gens qui pensaient justement bien, qui pensaient dans l'ordre établi, etc. etc. Et d'ailleurs, l'archétype même de l'anti-bien-pensant, c'était aussi un catholique, c'était Georges Bernanos, quelqu'un qui avait justement écrit La grande peur du bien-pensant pour fustiger son camp catholique. Mais je voulais savoir, on voit aujourd'hui beaucoup d'éditorialistes, beaucoup d'intellectuels justement critiquer la bien-pensance, mais ce qu'on remarque aussi, c'est leur omniprésence médiatique. Je veux dire, des gens comme Zemmour, comme Yvan Buffol, etc., Yvan Buffol qui a écrit aussi un livre sur les bien-pensants, sur la bien-pensance, eh bien, sont partout. Ils ont pris une partie Figaro, à France Inter, etc., enfin, surtout dans les chaînes de radio privées plutôt. Et je veux savoir si donc déjà on pouvait imaginer un monde où il n'y aura pas de bien-pensance, surtout j'adresse cette question-là aux personnes qui pensent que cela existe, et est-ce qu'on peut aussi imaginer une forme de critique de la bien-pensance qui ne se retournerait pas en bien-pensance elle-même? J'ai l'impression que pour l'instant il y a une espèce d'anti-bien-pensance qui est devenue elle-même aussi bien-pensante. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Van der Rief, vous avez été interpellé par Nicolas. Rapidement, oui,
Oui, bien sûr, vous pointez un danger possible si effectivement on pousse cette logique à l'absurde. D'un autre côté, j'imagine bien que vous connaissez le bien fondé d'un comité de déontologie en journalisme, donc je pense que la question s'annule de ce point de vue-là. Comment dire, la finalité n'est pas Moi, ce qui m'intéresse le plus, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas effectivement le contrôle ou la police du langage, de ce qu'il est autorisé ou non de dire, la façon dont on peut le dire. C'est plutôt la manière dont les communautés, dont il est question dans les médias notamment, peuvent concourir à la production d'un savoir et peuvent également maîtriser l'image qui est diffusée de leur identité collective. Voilà, c'est tout ce à quoi je suis vraiment attentif. Oui. Alors, il y a peut-être un petit malentendu, peut-être que je ne suis pas bien exprimé. Sur le fond, je pense qu'on est d'accord. J'ai pas peur du tout des arguments extrémistes ou des nazis. Je suis contenté de dire qu'on aurait, au contraire, on devrait être plus pédagogue sur le pourquoi des lois antiracistes, au lieu de dire le racisme c'est mal, point. Non, expliquer quel est le problème, que idéologie ou pas, nazi ou pas. Le problème, c'est qu'on postule, à raison, je pense, qu'a priori, l'esprit humain est plutôt conformiste, plutôt manipulable, et que le simple fait d'énoncer cette vérité, j'enchaîne sur la réponse que je peux tenter de vous faire, est une partie de la solution. Moi, je ne crois pas qu'on combat des idées avec des enclos. Moi, je suis très sceptique quand, même si j'aime pas le personnage, on interdit un spectacle de Dieudonné, je suis très sceptique quand on interdit une série d'objets littéraires. Moi, je préférerais qu'au lieu d'interdire Mein Kampf ou les pamphlets antisémites de Céline, qu'on les ouvre, qu'on les analyse, qu'on les fasse analyser en classe, plutôt d'en faire des objets sulfureux qui seront lus de toute manière, voire des objets de collection un peu sordides. Moi, au contraire, je pense plutôt qu'on lutte avec des idées, contre des idées, même nauséabondes, avec d'autres idées et pas avec des enclos. Mais ça postule quelque chose que vous soulignez fort justement, c'est un monde médiatique et un monde, d'abord, où les gens s'intéressent aux idées, s'intéressent au débat politique, c'est pas gagné. Les gens rentrent chez eux, ils sont happés par la télévision, par quelque chose de passif et de facile. Ça, le problème est vieux. Ce qu'on a de plus depuis 15 ans, c'est l'émergence d'Internet, qui est un outil formidable, mais qui est une machine à vous offrir qu'a priori ce que vous cherchez. Donc qui ne développe pas la curiosité, et qui ne développe pas le fait que vous devenez intelligent pour vous heurtez un mur, et que vous devez contourner. Et donc là, c'est vrai qu'on a un vrai problème. Donc j'ai pas a priori la solution, si ce n'est d'essayer de parier sur l'intelligence des gens a priori, de stimuler les intelligences individuelles, de faire des débats. Un truc quand même en passant, notamment dans ce qu'on pourrait réviser, puisque tout ça est une question d'éducation, je reste sidéré qu'en Belgique il y ait toujours des cours de morale et de religion au lieu d'un cours commun de philosophie et d'histoire des religions, puisque du coup on arrive à 18 ans, sauf si on a eu la chance d'avoir un prof de religion ou de morale un peu éclairant ou éclairé, avec quasiment que des connaissances sur sa culture ou sa religion. Je pense qu'on désamorcerait énormément de choses, y compris sur le débat identitaire dont Claude parlait. Si à 18 ans, tous les jeunes savaient ce que c'était, que l'évangile, les 5 piliers de l'islam, le Yom Kippour, peut-être un petit peu quelques petites choses sur les principales philosophies, là je prêche pour moi j'appelle, les philosophies existantes dans l'histoire du monde. C'est aberrant que ça n'existe pas ou juste à la marge dans notre pays. Ce serait déjà pas mal, ça rendrait les gens un peu plus curieux, et ça ancrerait quelque chose, c'est vrai qu'il existe davantage en France qu'ici, une culture du débat. Tu rappelais que j'étais allé sur France Culture, je m'en souviens parce que je suis souvent en radio aussi en Belgique. J'ai pu mesurer avec j'étais pas ménagé du tout, j'ai sorti de là en ayant perdu un milito tellement ils étaient hard quoi, sur ils sont deux coincés. Vous avez dit ça à quelle page? En Belgique, je les ai trouvés avec à l'RTBF très gentils. Parce qu'on n'a pas de culture de débat, il y a un petit côté, il y a des piliers comme ça, on se rend dedans modérément, on a peur de perdre 3% aux élections parce qu'on est dans un système proportionnel, donc dès qu'on perd 3%, on est dehors. Donc voilà, il y a tout ça qui joue et on se rentre moins dedans, sauf par exemple dans des endroits comme ici, pas de devenir
débats du Librex, j'en ai des excellents souvenirs parce qu'il y a toujours un côté à la fois toujours respectueux des orateurs, mais les gens n'ont jamais peur. C'est toujours chouette. Je confirme tout cela. Monsieur Demel. Oui, très brièvement, est-ce qu'on peut imaginer un monde sans bien-pensants? Bon, catégoriquement non, parce que voilà, on vit toujours dans une société donnée, ici, une société capitaliste néolibérale, donc il y aura toujours un discours dominant. Pour la deuxième question, est-ce que les anti-bien-pensants ne sont pas en train de devenir eux-mêmes les bien-pensants? Oui, je pense qu'il y a un discours anti-politiquement correct qui, quelque part, est une arnaque. Et alors, vous citiez Éric Zemmour, j'en ai parlé tout à l'heure, Yvan Rufol, il y en a d'autres, Elisabeth Lévy, Natacha Polony et tout. Bon, c'est clair qu'ils sont omniprésents sur la scène médiatique. Maintenant, je voudrais dire que, bon, ils s'attaquent aussi objectivement à une certaine forme de bien-pensance, et encore une fois, je vais balayer mon rapport. Ils s'attaquent à une certaine bien-pensance de gauche, qui s'autocensure et qui empêche de nommer un certain nombre de choses dans une série de domaines. Et puis, il faut reconnaître aussi que les Lascar, ils ont du talent, quoi. Donc, je veux dire, bon, c'est pas n'importe qui non plus. Mais quelque part, le discours antipolitiquement correct, je me répète, c'est vraiment une arnaque. Merci beaucoup. Et pour finir, on donne la parole à l'establishment, encore une fois. Comme ça, vous dites qu'on n'est pas... Voilà, j'ai beaucoup aimé votre intervention, où l'interprétation que vous avez donnée de ma petite plaisanterie avec laquelle j'ai commencé à m'exprimer devant vous, a été celle de, bien sûr, y voir une démonstration de l'autocensure, et donc c'est effectivement ça que j'ai voulu faire passer. Je m'autocensure, pourquoi? Parce que mon métier participe d'une éthique de la responsabilité, et donc je me mets moi-même des limites, qui ne sont pas des limites liées à une imposition qui viendrait de l'extérieur, ou une crainte particulière que j'aurais quant à mon sort personnel, non, c'est lié à l'impact, mesurer l'impact de mes propos sur les autres. Ça, c'est l'élément qui, effectivement, à certains moments, peut vous empêcher d'aller plus loin. Et vous faites le lien entre cette petite plaisanterie et une vision des médias qui est largement répandue, qui est de considérer que les médias façonnent l'opinion publique et donc distilleraient une forme de message univoque, une forme de pensée unique. Alors, par rapport à ça, faites-moi la grâce de regarder la télévision que je dirige, et peut-être que quand vous verrez que c'est la seule chaîne de télévision qui diffuse des émissions sur les cultures urbaines, sur le hip-hop, et quand vous entendrez ce qu'on ose diffuser, et la liberté de parole qu'ont les jeunes des quartiers de Bruxelles sur cette chaîne, peut-être que vous verrez un petit peu les choses différemment, et que vous pourrez peut-être avoir un autre regard sur ma petite démonstration. Et c'est pas ça l'essentiel, je pense. Il est inévitable que tout discours médiatique charrie une forme de pensée, une certaine vision de la société. Alors on dit les médias, mais les médias ils sont d'une très grande diversité. Il y a des médias vraiment de tout poil, de tout style, et donc les globaliser c'est peut-être un peu difficile, mais enfin, effectivement, on ne peut pas nier qu'il se passe quelque chose là. Maintenant, je vous demande de mesurer que la puissance des masses médias, comme on disait jadis, est une puissance déclinante. Il est en train de se passer quelque chose d'extrêmement important sur le net, qui est une émergence de la liberté d'expression individuelle, qui provoque évidemment parfois des sueurs froides et on y voit des choses franchement atroces, mais aussi qui est un grand espoir, je pense, qui est vraiment un grand espoir pour la liberté de parole et qui est un grand espoir de voir peut-être surgir de nouvelles formes de journalisme qui seront peut-être beaucoup plus libres. Et donc, cet univers est en train de muter et les grands équilibres de jadis, je pense, aujourd'hui ont un peu vécu. Mais je vous l'accorde, on ne peut pas ne pas considérer qu'il y a une forme de discours global qui est distillé par les médias. Simplement, je voudrais souligner une chose qui me semble assez importante. Moi, je ne suis pas persuadé que ce soit dans la sphère de l'information et du journalisme que se joue le plus gros de cette bataille. Je ne pense pas que ce soit là que ça se joue surtout. Je pense que ça se joue tout autour.
Sur une chaîne de télévision, vous avez des journaux télévisés, ok, bien. Mais vous avez aussi des émissions de jeux. Vous avez aussi des téléréalités. Vous avez toutes ces émissions-là, qui sont des émissions qui ont beaucoup de succès, qui ont beaucoup d'audience. Et je pense que dans ces émissions-là, vous avez aussi un discours normatif qui est distillé. Vous avez aussi une vision de la société qui va mettre en valeur la compétition, qui va mettre en valeur le meilleur, qui va mettre en valeur, qui va mettre à nu les gens, qui a des exigences comme ça par rapport à l'intimité, etc. Et qui apporte des modèles nouveaux qui parfois font frémir. Et toutes ces émissions-là n'ont pas justement de balises déontologiques très affirmées, en tout cas beaucoup moins contraignantes. Et je pense qu'il y a là un enjeu très grand par rapport auquel il faut être vigilant. Donc oui, je vous donne raison. Hein. On ne peut pas s'exprimer publiquement sans charrier des idées, et parfois des idées par devers soi, et parfois peut-être des idées qui peuvent être considérées comme normatives, mais ne sous-estimez pas la dynamique interne du secteur, les revendications qui existent à l'intérieur de ce secteur, et aussi l'émergence d'un nouvel espace d'expression qui est à la fois terrifiant et à la fois particulièrement enthousiasmant. Voilà, merci beaucoup. Je tiens personnellement à remercier les intervenants pour leur exposés très intéressants les uns que les autres. Je me permets, moi, j'espère que la conférence d'aujourd'hui vous a permis de trouver de nouvelles pistes de réflexion sur la question. C'était ce qu'on voulait en l'organisant. Par contre, maintenant, c'est le moment de publicité pour nos activités futures. Je vous donne d'ores déjà rendez-vous le 15 octobre avec une conférence intitulée « La multitude des courants féministes noués à l'efficacité de la lutte » avec Nadia Guerre, Valérie Piet, Abida Bachir et Irène Coffer. Et je vous demanderai aussi la possibilité de vous faire membre à la sortie, et vous aurez accès gratuit à nos conférences par la suite si vous le faites. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt, j'espère. Ah, et avant que vous n'oubliez, le 6 octobre, il y a notre verre d'accueil, le fameux Vibrex, où vous serez tous conviés, il y aura à boire à volonté. Je sais que ça ne laisse pas de marge les étudiants. Voilà.